Le plan Innovation Santé 2030 est assez clair. Les décennies prochaines seront celles de la santé, des biotechnologies et globalement des sciences biologiques. Et dans ce cadre, on voit une évolution très nette de la médecine. Aujourd'hui, on appelle ça la médecine 4P, préventive, prédictive, personnalisée et participative. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les chercheurs dans le domaine de l'ingénierie ont toute leur place et se positionnent sur les aspects prédictifs et personnalisés. Depuis plusieurs années, de nombreuses années, les universités se sont développées, ainsi que les écoles d'ingénieurs, autour des technologies pour la santé, de l'ingénierie pour la santé. Aujourd'hui, l'École centrale de Lyon, l'INSA, l'Université Claude Bernard Lyon 1, le CNRS sont des acteurs majeurs de ces actions-là, de par la force de nos laboratoires, le nombre de leurs relations partenariales, des startups SME, des collaborations avec nos partenaires médecins, des universités de médecine lyonnais, mais aussi nationaux et internationaux. L'Institut Carnot Ingénierie à Lyon a pour mission d'animer la relation partenariale avec l'entreprise et supporte ces investissements et développe le ressourcement scientifique qui vont permettre l'essor de nouvelles technologies, de nouvelles innovations. Le démarrage du projet, c'est l'hôpital. Donc on part d'une problématique clinique précise. À partir de cette problématique, nous reconstruisons un jumeau, qui soit numérique ou expérimental, afin de pouvoir reproduire les phénomènes constatés par le clinicien. Et ces jumeaux numériques ou expérimentaux vont permettre d'avoir un accès un peu plus important à des informations que le clinicien ne peut pas obtenir grâce aux appareillages qu'il utilise dans les hôpitaux. C'est un vaste domaine d'études pluridisciplinaire qui nécessite une expertise dans le domaine de l'imagerie, dans le domaine de la mécanique des solides, des fluides, dans le domaine des méthodes mathématiques, de la simulation numérique. Les aires thérapeutiques sur lesquelles nous travaillons vont du dentaire, en passant par le cardiovasculaire, par l'orthopédie, le remplacement des articulations défaillantes, ou le traitement de certaines pathologies de la peau, etc. Nous travaillons avec l'INSA de Lyon et l'École centrale et on fait essentiellement de la simulation numérique pour les dissections aortiques. La dissection aortique, c'est une maladie complexe et quand on traite ces patients, il est très difficile de dire quel va être le résultat du traitement de la mise en place de l'endoprothèse. La compréhension de ce qui se passe dans une dissection aortique est extrêmement compliquée parce qu'il y a du sang qui va rentrer dans la paroi de l'aorte. Il va pouvoir en ressortir plus ou moins à plusieurs niveaux. D'où l'intérêt de pouvoir simuler ce que va faire cette endoprothèse lorsqu'on va la mettre en place. Pour le traitement de la dissection aortique, nous avons besoin de connaître le cheminement des outils et de contrôler leur introduction dans l'aorte. Nous avons besoin de savoir où larguer l'endoprothèse, quelles sont les conséquences du largage de cette endoprothèse. Pour ce faire, nous développons un jumeau numérique, un modèle numérique, et ce jumeau numérique va être confronté avec un jumeau expérimental afin de valider les choix que nous avons faits pour cette simulation numérique. La mise en œuvre du jumeau numérique se fait en plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous récupérons les images de scanners comme ici ou d'IRM, issus des examens médicaux du patient et qui nous sont fournis par les chirurgiens. On va aller analyser par un algorithme les pixels pour déterminer le contour de l'aorte. Et image par image, on va ainsi reconstruire toute la superficie, toute la paroi de l'aorte. Voici le résultat, le jumeau numérique. On peut visualiser également à l'intérieur la déchirure de l'aorte du fait de la dissection aortique. La première utilisation est la montée des outils. Une montée d'outils, c'est l'étape indispensable à une opération endovasculaire qui consiste à passer par des abords fémoraux mini-invasifs à l'aide d'outils qui sont élancés, qui ressemblent à des câbles, des tubes. On voit par exemple ici une structure vasculaire qui souffre d'une dissection aortique qu'on devine ici, et on va l'opérer en insérant des outils à l'intérieur
jusqu'à insérer une endoprothèse qui est comprimée à l'intérieur de l'un des outils et qu'on va venir déployer au niveau du site à réparer. On voit ici la simulation de la montée des outils dans cette structure. On constate qu'elle se déforme beaucoup. Alors la connaissance de ces déformations, qu'on n'obtient que par la simulation, peut nous permettre de prédire quelques complications. Par exemple, le lanceur de l'endoprothèse, c'est-à-dire l'outil dans lequel l'endoprothèse est comprimée, est très rigide en flexion. Si on n'arrive pas à redresser suffisamment la structure vasculaire, notamment au niveau des artères iliaques, lors de la montée des outils, on n'arrivera pas à faire monter le lanceur, ça sera trop difficile. Il faudra choisir une autre voie d'abord. Une autre complication qu'on peut anticiper, c'est le fait que la structure vasculaire puisse être trop dilatée, notamment au niveau de sténose, c'est-à-dire des endroits où l'artère est un petit peu bouchée. Si à ces endroits-là, quand le lanceur monte, il dilate trop la structure, il risque de la faire craquer et donc on peut avoir une hémorragie. Dans ces cas-là, on peut par exemple choisir de passer par l'autre côté, par l'autre artère fémorale, ou encore une fois, changer de voie d'abord. On peut également utiliser le jumeau numérique pour réaliser des simulations de l'écoulement tridimensionnel, l'écoulement sanguin, qui va se développer dans le modèle. Donc, pour réaliser la simulation tridimensionnelle, en entrée du jumeau numérique, on va imposer un pulse cardiaque personnalisé qui va représenter les battements du cœur du patient. Après quelques heures de calcul sur ordinateur, on obtient les résultats qui montrent comment se développe l'écoulement sanguin au sein de ce jumeau numérique. Nous sommes sur le banc Atneda, qui est un banc de reproduction des écoulements aortiques sanguins in vitro. Donc le type de mesure que l'on fait peut servir à deux objectifs. La comparaison et la validation de calculs numériques qui vont être faits par ailleurs, mais aussi la pose de différents outils comme les stents ou les endoprothèses à l'intérieur de cas spécifiques. Et à partir de cela, on va pouvoir visualiser la variation des débits dus à ces poses d'appareils au sein des artères. Sur ce type de banc, donc, on va disposer des reproductions à l'échelle 1 d'artères qui sont des reproductions exactes de celles de patients spécifiques. On va faire circuler à l'intérieur un fluide qui reproduit les propriétés du sang humain, dans lequel on va disposer des petites particules. À l'aide de la vélocimétrie par image de particules, on va pouvoir en déduire le champ de vitesse de l'écoulement tout au long de l'aorte in vitro. L'ensemble des données obtenues in vivo, in silico, in vitro vont nous permettre, avant l'opération, d'être prédictifs en termes d'identification de zones de dysfonctionnement. Ces zones de dysfonctionnement sont liées à des écoulements spécifiques qui sont indicateurs de possibles développements pathologiques post-opératoires. Travailler avec des chercheurs est pour nous extrêmement intéressant. C'est une forme de R&D de notre activité et idéalement, on imagine l'hôpital du futur où l'université ou des laboratoires de recherche seront intégrés dans nos services et au bloc opératoire pour collaborer au quotidien. Les activités des laboratoires qui sont membres de l'Institut Carnot Ingénierie à Lyon sont reconnues internationalement, à la fois au niveau académique et industriel. Sont centrées notamment sur deux thèmes principaux, les nouveaux biomatériaux, leur biocompatibilité, chercher des matériaux qui sont mieux tolérés par le corps humain, voire même des matériaux qui incitent à une réponse biologique positive, et aussi la fabrication additive. Donc fabrication additive, qu'elle soit céramique, polymère ou métal. Ces activités, elles se positionnent notamment autour d'une équipe qui combine praticiens et chercheurs, et aussi au niveau d'un laboratoire commun avec une entreprise, Antogir Stroman. Nous travaillons avec le laboratoire Mathéis depuis 2014 afin notamment de développer et fiabiliser des produits personnalisés. Il s'agit en fait de prothèses personnalisées, donc des prothèses dentaires personnalisées qui sont réalisées en fabrication additive avec du titane. Problématique est d'éviter au maximum la propagation de défauts dans les différentes couches de produits qui s'impriment les unes après les autres.
Alors, la fabrication additive, dans le cadre de l'implant personnalisable, ça concerne surtout la partie couronne, donc la partie esthétique, ce qui va remplacer la dent du patient. Il y a de nouvelles techniques qui sont développées en ce moment, et notamment la fabrication additive des céramiques par stéréolithographie, qui consiste en fait à imprimer grâce à un laser couche par couche dans un bain de résine photopolymérisable chargée en particules céramiques. Il en existe très peu en France à l'heure actuelle et on essaye dans cette machine-là d'implémenter de nouveaux matériaux et de faire en sorte que du coup à la fin on ait la couronne la mieux adaptée possible pour le patient. En amont de la fabrication additive, on a besoin de savoir que les implants sur lesquels on va mettre nos pièces, ils sont suffisamment résistants et suffisamment tenaces. Et pour ça il y a plusieurs techniques, et notamment la tomographie. Donc ici on a un tube qui fabrique les rayons X qui vont traverser notre implant qui est monté dans la machine et impacter le détecteur qui est là. Et donc on vient radiographier l'implant, on le fait tourner à 360 degrés, on vient reconstruire toutes ces radios-là pour fabriquer un volume 3D qu'on va pouvoir couper par la suite numériquement et remonter aux défauts internes éventuellement qu'il y a dans notre implant, donc ici pour savoir si les pièces s'imbriquent bien les unes dans les autres notamment, sans charge et sous charge. Alors du tomographe, on peut tirer 3 types d'analyses. La première analyse, c'est l'étude des microgaps. Donc on va regarder si en service, donc sous charge, il y a des ouvertures qui se créent entre les pièces de l'implant. Comme on peut le voir ici, à 150 newtons, il y a un espace qui s'est créé entre le pilier et l'implant. Et cet espace-là, on essaye de l'éviter parce qu'il va permettre aux bactéries en fait, de rentrer à l'intérieur de l'implant où elles risquent de créer une infection, une périimplantite qui va mener à l'échec de l'implantation. En deuxième analyse, on cherche à voir sur les implants massifs, donc ici un implant en céramique, on cherche à savoir s'il y a des défauts à l'intérieur sans détruire cet implant, donc c'est là que la tomographie nous aide. Donc en radio 2D, on ne voit pas de défauts, mais si on reconstruit le volume en 3D, à l'intérieur, si on coupe, on voit des porosités. Comme c'est un implant en céramique et que les céramiques ne supportent pas les défauts, il y a un risque de rupture de l'implant en service dans la bouche du patient. Troisième type d'analyse qu'on mène en ce moment et qui sont plutôt exploratoires, c'est donc en termes de médecine prédictive. On va essayer de voir si le vissage de l'implant dans l'os va mener à des surcontraintes osseuses et donc à une résorption osseuse ou à une meilleure intégration de l'implant. Le robot Mario est un banc de simulation de mastication qui est personnalisable. Il peut reproduire des cycles de mastication propres aux patients, comme des cycles herbivores, carnivores. Il peut reproduire la force de serrage du patient et il peut reproduire même des caractéristiques annexes, comme par exemple des reflux acides, et les simuler. Et tout ça, c'est intéressant pour choisir le matériau qu'on va mettre sur les dents ou sur les implants, pour leur assurer donc une durée de vie la meilleure dans le contexte particulier du patient. Ce robot a été conçu initialement pour évaluer la toxicité des matériaux, mais il est capable également de participer à la mise au point de nouveaux produits dans des scénarios particuliers, comme par exemple la personne âgée, avec toutes ses caractéristiques de serrage, de pH, etc., ou bien l'enfant. On est tout à fait au cœur de la médecine personnalisée, puisqu'on va faire de la caractérisation propre au patient, de la prédiction, puisqu'on va essayer de prédire comment le matériau qu'on se propose de mettre dans la bouche du patient va vieillir. Alors l'association entre les chercheurs et les cliniciens me semble pertinente parce que les uns, c'est-à-dire les cliniciens, peuvent relever les problématiques, peuvent les identifier, que ce soit en termes de dispositifs médicaux, de matériaux, voire de techniques. Et ils peuvent faire l'interface avec les scientifiques pour essayer de trouver des solutions et, a fortiori, avec les industriels derrière pour essayer de mettre sur le marché des dispositifs médicaux qui améliorent la santé de nos patients. Dans l'association cliniciens, chercheurs industriels, il y a un intérêt principal, c'est d'avoir autour d'une même table les différentes parties prenantes pour le développement d'un dispositif biomédical. Les projets étant souvent longs, s'enchaînent, ça permet aussi d'avoir un continuum des différentes compétences. En termes de R&D, en particulier pour des PME, ça permet d'externaliser et de bénéficier on va dire, de supports, d'infrastructures et qui nous permettent de lutter contre des concurrents plus gros que nous sur le marché international. On a des problèmes, notamment dans les prothèses, qui peuvent être douloureuses ou être en conflit. Et également dans les hanches natives qui peuvent amener à la prothèse pour essayer d'améliorer la prise en charge et la compréhension de la hanche. Et donc on avait besoin de modélisation 3D dynamique pour reconstituer les mouvements de la hanche et essayer de comprendre ces problèmes-là. C'est comme ça qu'a commencé la collaboration avec les laboratoires de l'Institut Carnot, parce qu'on cherchait des personnes donc compétentes pour répondre à cette problématique.
Dans le domaine de l'arthrose, où il faut réparer une articulation défaillante, nous avons bien entendu la possibilité de remplacer cette articulation par une prothèse. Mais avant ceci, nous avons des équipes de recherche qui travaillent sur la régénération du cartilage et le remplacement de ce cartilage par quelque chose qui puisse permettre l'articulation de fonctionner convenablement. Nous sommes dans un laboratoire de mécanique des contacts et des structures et donc on s'intéresse aux contraintes mécaniques que les cellules subissent et donc comment les contraintes mécaniques vont influencer leur développement. On essaye d'aider la cellule de cartilage de s'auto-réparer. Le but, c'est de faire tout ça in vivo, pas comme l'ingénierie tissulaire classique qui est du côté biologique. Nous, on veut équilibrer les contraintes de manière in vivo. Ça veut dire qu'on va injecter des matériaux comme des petites ménisques ou des lubrifiants de rigidité contrôlée, du glissement contrôlé pour que la cellule se rééquilibre. Donc pour évaluer les contraintes, on va prendre un morceau du cartilage, on va marquer la cellule avec une fluorescence et la matrice extracellulaire avec une autre fluorescence et on va étudier grâce à la microscopie confocale la diffusion des nutriments dans l'espace extracellulaire qui est une signe de pathologie et aussi en visualisant la surface de la cellule, on va voir la contrainte mécanique qui s'applique et c'est là en dynamique parce que notre explante du cartilage, elle est mise dans un dispositif mécanique, un biotriboréacteur qui va pouvoir lui appliquer des contraintes normales et tangentielles, mimant le cycle de marche auquel la personne est soumise. Dans le cas où il n'y a pas possibilité de réparer le cartilage, vient la solution du remplacement d'articulation par une prothèse. Ce remplacement nécessite un certain nombre d'expertises au niveau des laboratoires de recherche du Carnot pour développer un jumeau numérique. Ce jumeau est obtenu, bien entendu, à partir de l'imagerie médicale du patient. On fait une reconstruction de l'articulation complète. Et cette reconstruction doit être mécano-biofidèle, c'est-à-dire que les propriétés mécaniques des éléments en présence, les os en particulier, doivent être restituées. Ensuite, nous implantons virtuellement la prothèse articulaire et nous vérifions toutes les fonctionnalités liées à cette articulation-là. Le jumeau numérique va pouvoir nous servir dans deux cadres. Tout d'abord, avant de poser la prothèse, de voir un peu les instabilités, c'est-à-dire la prothèse qui se déboîte, et puis les conflits quand l'implant bute d'un côté sur l'autre. Il y a un troisième problème qui est les tendons qui peuvent frotter un peu sur la prothèse. Donc là, c'est le cas d'un patient qui avait des douleurs sur sa prothèse et que je ne comprenais pas bien. Donc avec cette reconstruction numérique, on s'aperçoit qu'en fait, ce patient, si je bouge son fémur, je vais me retrouver avec un conflit entre sa prothèse et sa cupule. On voit la cupule qui est ici en vert, la prothèse qui est en orange, le fémur en blanc. Et lorsque je mets de la flexion, on s'aperçoit qu'à très peu de degrés de flexion, vous voyez à 70 degrés, il commence déjà à rapprocher fortement la cupule de la prothèse. Donc c'était un problème de positionnement de cupule, mais lié au fait que ce patient avait son bassin qui était très basculé vers l'avant. C'est beaucoup plus compliqué, effectivement, de le voir sans jumeau numérique. Sur des radios simples, sur de la reconstruction 3D, sans ce côté dynamique, on ne le voit pas, non. Nous sommes sur la plateforme imagerie 3D du laboratoire Mathéis de l'INSA de Lyon. Ici, on travaille sur l'orthopédie personnalisée. Donc ici, un exemple de tige fémorale pour laquelle on a besoin de deux niveaux de personnalisation. Le premier niveau, ça va être la partie géométrique. On va vouloir s'adapter à la morphologie du patient. Le deuxième niveau, il est plutôt à l'échelle de la structure interne où on va essayer de reproduire en fait la porosité de l'os pour pouvoir fonctionnaliser l'implant d'un point de vue mécanique et d'un point de vue fonctionnel. On peut par ailleurs, grâce à d'autres machines un petit peu plus précises en termes d'impression 3D, viser des applications orthopédiques sur les extrémités du corps, donc les mains ou les pieds. Pour le cas du pied, on va pouvoir par exemple imprimer en 3D un os manquant ou un morceau d'os qui va permettre au patient de recouvrer ses propriétés rapidement. Alors c'est une histoire qui remonte à plus de 6 ans.
On s'est rencontrés au sein de la SFIC. J'étais là pour présenter les travaux en imagerie dermatologique, puisque l'imagerie dermatologique a fait des progrès considérables au cours des 10 dernières années, et que le plateau technique du service est l'un des plus importants d'Europe. Et autant le côté vision était hyper développé dans le service, autant le côté palpation est totalement absent. Et globalement, la métrique de la palpation est quelque chose qui échappe totalement à la dermatologie moderne. Et à l'issue de ces travaux, j'ai rencontré donc l'équipe du LTDS et les projets du LTDS, les prototypes du LTDS nous ont permis de faire des progrès absolument considérables dans ce qui va être le deuxième grand champ de développement de la dermatologie instrumentale actuellement. Un dermatologue, quand il palpe la peau, va dire c'est dur, c'est mou, c'est ferme, etc. En pratique, ça ne veut pas dire grand-chose. Chacun a sa palpation. Et Underskin a permis non seulement de nous mesurer l'élasticité d'un tissu, mais de nous mesurer l'élasticité des différentes couches d'un tissu, ce qui était totalement inconcevable jusqu'à maintenant. C'est un monde entier qui s'ouvre à nous. Ce dispositif aujourd'hui est proposé comme une palpation sans contact. L'élasticité d'un tissu vivant ne ressemble absolument pas à des matériaux techniques de l'ingénieur. Nous avons souvent en biologie des tissus avec différentes couches qui ont des comportements mécaniques différents. Ce qu'on vient de proposer pour la clinique, c'est un dispositif justement qui permet d'utiliser une onde mécanique qui va voyager à l'intérieur des tissus, et on utilise la vitesse comme un marqueur de la viscoélasticité qu'il a rencontrée. C'est une mesure précise, et c'est une mesure précise qui nous permet de caractériser les différentes tumeurs qu'on va être amené à étudier, mais c'est une compréhension de toutes les pathologies, de l'élasticité de la peau, c'est une compréhension du vieillissement, et donc à partir du moment où on a une mesure, on peut envisager d'avoir ensuite après les outils qui vont permettre de corriger les anomalies. Donc c'est un monde qui s'offre à nous, voilà. J'insiste vraiment là-dessus. On envoie une pression d'air qui est une stimulation ponctuelle et qui va créer une onde de surface qui va se propager dans l'espace et dans le temps. Et les déplacements de cette onde, pour nous, c'est le fichier de données qui nous permet d'avoir accès à la vitesse, l'élasticité et la viscosité. C'est ce qui nous permet d'utiliser ce qui a été développé dans la géophysique, à savoir un impact qui permet de mesurer la vitesse de propagation de l'onde de choc qu'on a créée. C'est comparatif aux ondes sismiques. La seule différence avec les géophysiciens, eux, ils ont un sol mou et rigide en bas. Nous, c'est l'inverse. On a une première couche qui est rigide, et plus on va vers la profondeur, plus on a de la structure molle, ce qui nous a amené à développer un modèle viscoélastique. Je pense que c'est tout à fait caractéristique de ce que peut être la médecine personnalisée. On va pouvoir donc apporter une réponse qui sera la réponse précise à un problème précis, à un individu donné. Underskin est un système qui me permet de mesurer et de comprendre ce que je palpe. Donc évidemment, c'est une avancée considérable dans ma démarche clinique. Même si cette démarche clinique nécessite l'apprentissage d'un outil qui n'est pas un outil usuel et de mesures qui sont pas des unités de mesure qui ne sont pas les unités de mesure du dermatologue. Je vais transformer mou, dur, rénitant, etc. par des unités de vitesse particulières. Ce qui est une bonne chose. Le laboratoire travaille depuis plusieurs années sur le développement de simulateurs haptiques, c'est-à-dire un retour d'effort. Et nous nous intéressons en particulier sur la reproduction du comportement des tissus vivants pour essayer de retrouver les mêmes sensations qu'en salle d'opération pour permettre aux médecins et aux praticiens de s'entraîner sans risque sur simulateur au lieu de se former sur patient comme c'est fait actuellement. Un des premiers simulateurs que le laboratoire Ampère a développé est un simulateur d'accouchement appelé Bursim. Il a été développé en partenariat avec les HCL pour reproduire le comportement d'un accouchement, que ce soit un accouchement simple, facile on va dire, un accouchement difficile, voire très difficile, pour permettre aux obstétriciens et aux sages-femmes d'avoir une première expérience des efforts mis en jeu pendant un accouchement. Alors l'intérêt de se former sur un simulateur est déjà la disponibilité du simulateur, on n'est pas obligé d'attendre un vrai accouchement pour s'entraîner, donc ça peut être utile pour les internes.
Et un second intérêt, c'est qu'on peut aussi proposer aux apprenants de s'auto-évaluer, puisque tous les gestes sont enregistrés avec différents types de capteurs d'effort ou de position. Et les apprenants ont un retour en fait sur les gestes qu'ils ont réalisés comparé à un geste de l'expert, où ils peuvent comprendre où se sont situées leurs erreurs et comment ils peuvent améliorer leurs gestes afin de se rapprocher du geste de l'expert. Au sein du Carnot Ingénierie at Lyon, un des projets phares pour le futur concerne le RHU, donc Recherche Hospitalo-Universitaire, sur la réparation des valves mitrales. La compétence et l'expertise des laboratoires labellisés Carnot permettent une participation active dans ce gros projet qui concerne bien entendu la santé personnalisée. Parmi les projets qui vont nous mobiliser pendant les prochaines années, l'Institut Carnot Ingénieur à Lyon soutient un projet ambitieux qui rassemble 7 laboratoires et qui vise à développer des tests précliniques in vitro comme alternative aux tests in vivo sur animaux. Et donc l'idée, c'est d'anticiper le futur d'un biomatériau dans le corps humain, mais aussi d'anticiper quelle va être la réaction du corps humain à ce dispositif médical.